Trail Passion, deuxième interview à Madère pour le Mute avec un Chablaisien de 35 ans de chez Scott, ex du combiné nordique, qui aime la flûte de Pan et sprinter au 90 du Mont Blanc, qui a visé le Restonica et la Diagonale des Fous comme gros objectifs. Il vient de terminer deuxième du 115 km du Mute, derrière Vincent Esmiol, que l'on avait interviewé il y a quelques jours. On voit tout ça avec Gauthier Herriot. Salut Gauthier Herriot. Salut Julien. Eh ben, on se rencontre, tu viens de faire deuxième du Mute pour ta première participation. On va évidemment revenir dessus, on va parler du passé, du présent, de l'avenir. Avant tout, je voudrais savoir le pire moment et le meilleur moment du Mute que tu as vécu hier. On va commencer par le meilleur, la libération, je dirais, à l'arrivée, de voir cette arche, parce que c'était pas gagné. Et la pire, difficile à dire. Je crois qu'il n'y a pas eu de vrai mauvais moment, même quand ça a été dur. L'île, elle est tellement fabuleuse qu'il n'y avait rien à acheter. Non, vraiment, je ne pourrais pas dire un moment... non, j'étais juste bien là où j'étais. Bon, il va falloir trouver quelque chose de négatif. Ouais, mais voilà, il y aura peut-être le temps pour trouver quelque chose de négatif à dire. La meilleure sensation que tu retiens à l'avenir pour les 6 mois de ta saison à venir, c'est-à-dire ce qui vraiment va rester comme une chose à capitaliser, tu vois, ou quand tu seras dans le dur, ce sera bien d'y repenser en te disant là, ce jour-là à Madère, j'étais vraiment dans un truc positif. Je dirais c'est vraiment de me sentir à ma place, dans mon élément. Moi j'ai toujours eu un peu le syndrome de l'imposteur, ce serait un peu dur, mais disons de me dire je suis athlète élite, mais au final j'ai jamais vraiment eu une démarche d'athlète élite. Et au final là je me sens un peu légitime dans ce que je fais, et franchement c'est chouette quoi, de se dire j'arrive à être au niveau que j'aimerais être, quoi. Donc j'arrive à le conscientiser, et c'est très très chouette, quoi. Mais pourtant, en étant 3e de la TDS 2024 et 2e en 2025, tu doutais encore de ta légitimité dans ce milieu. Oui, après je suis vraiment pas le seul, je pense, dans ce cas-là, mais clairement, parce qu'en fait l'ultra, c'est une remise en cause perpétuelle, c'est-à-dire que on a beau avoir fait quelque chose, produit quelque chose qui est une performance, au final on se rend vite compte que c'est quelque chose qu'on a construit, qui a mis des mois, et on n'est pas sûr en fait de pouvoir arriver à retrouver ces sensations, à retrouver cette démarche. Et je trouve que c'est ce qui est beau dans notre sport, c'est que vraiment cette construction, elle est fondamentale, et moi c'est ce qui me nourrit au quotidien. Mais avec toujours cette incertitude de est-ce que je vais être prêt, est-ce que je vais réussir à retrouver ce processus, et moi c'est ce qui m'anime tous les jours. Mais par contre, en me présentant sur une ligne de départ, je ne sais jamais. Alors là je savais que globalement tout avait été fait pour réussir, mais ce processus il est tellement long, tellement lent, et avec tellement d'incertitudes qu'au final Chaque dossard, on jette les dés, quoi. Exactement. Remise en question, intéressant. Ça voudrait dire que quand en 2011 tu déclarais écouter régulièrement Zamfir et la flûte de Pan anthologique, tu remets en question ces choix musicaux aujourd'hui, ou tu es toujours fan de la flûte de Pan bulgare, roumaine. J'ai écouté la playlist et j'avoue qu'il y a des belles choses. Et j'ai oublié l'iPhone, je voulais la mettre en fond sonore. On en est où de la flûte de Pan et Zamfir ? La flûte de Pan, elle est un peu passée de mode. J'avoue que j'ai réussi, je pense, à évoluer musicalement, mais comme on évolue dans un ultra et dans une carrière au final. D'accord. Je crois. Bon. 5 manches de Coupe du Monde à Chaux-Neuve entre 2011 et 2013, arrêt à 22 ans du combiné nordique. On rappelle que le combiné nordique, tu es le premier athlète de combiné nordique qu'on rencontre, donc c'est quand même un grand jour. C'est du saut et du ski de fond. Profil atypique, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui faisait du combiné entre elles. Qu'est-ce que le combiné nordique laisse dans un corps de trailer ? Est-ce que c'est l'explosivité utile, un moteur plutôt lent, une technique de descente, ou juste la nostalgie d'une vie antérieure ? Non, je crois que c'est un peu un... Alors nostalgie, non, vraiment clairement pas. Mais disons que quand on est dans ces structures, je dirais, d'entraînement, donc le combiné nordique, c'est vraiment, en effet, c'est un sport qui est anecdotique en France. Il doit y avoir, je dirais, à peu près 50 licenciés, et puis c'est stable depuis des années. Il n'y a pas eu de moins, mais il n'y a pas eu de plus non plus. 50 licenciés. Voilà. Par contre, dans ces 50 licenciés, il y a des champions olympiques, il y a des champions du monde. La Fédé, c'est un groupe WhatsApp. Ouais, exactement, c'est à peu près tout à fait ça. Et en gros, à partir de l'âge de 12-13 ans, soit tu arrêtes ce sport parce qu'en fait, tu n'as pas la fédération qui te soutient, ou ton comité, soit tu le poursuis, mais c'est forcément un sport qui est fait quasiment à haut niveau.
parce que ça demande de tels équipements, hein, que ce soit les tremplins de saut à ski, ou c'est une telle complexité en termes de logistique, de gestion, qu'en fait c'est soit tu es sportif de haut niveau, soit tu peux pas le faire quoi, ce sport. C'est pas un sport, on fait pas du combiné nordique, du saut à ski pour le plaisir, ça n'existe pas. C'est vraiment que des sportifs de haut niveau. Et du coup, moi ce que ça a laissé, c'est quand même que c'est une école de la vie. Enfin, moi ça m'a clairement forgé. Depuis l'âge de 12 ans, je suis dans des groupes d'entraînement, j'ai côtoyé c'est ce que je te dis, des champions olympiques, notamment Jason Lamy-Chapuis, où j'ai partagé de nombreuses séances, des nombreux stages. Que je connais. Voilà, mais il y a Fabrice Guy aussi qui a été dans le staff, qui est champion olympique à Albertville. Donc en fait, on est très vite, très tôt, très jeune, dans un environnement de haut niveau. Et je pense que aujourd'hui, ça m'a nourri. Maintenant, c'est pas ma carrière entre guillemets de combiné nordique, elle est très isolée, elle est très éloignée de ce que je peux faire aujourd'hui. Et je dirais qu'actuellement, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai vraiment cloisonné. Et aujourd'hui, j'essaye plutôt, à l'inverse, de faire tout ce que j'aurais aimé produire à cette époque, quoi. C'est vraiment, moi, ça a été plutôt donc une superbe école de la vie, mais aussi ça a nourri énormément de frustration chez moi par rapport à ce cadre fédéral qui peut être parfois aussi très émancipateur sur le plan de découverte, de challenge, j'ai visité plein de pays, etc. Mais aussi frustrant par rapport, en fait, où on a un cadre qui est strict, on a une équipe aussi c'est un microcosme qui... peu d'échanges avec l'extérieur. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, ça, je voulais vraiment j'ai arrêté pour ces raisons-là, quoi. Ouais, ce qu'on peut comprendre. Mais revivre ça. École de la discipline, école de quelque chose de spécifique. Remise en question, c'est toi qui nous as orienté vers ce fil conducteur. Ça sera la dernière question sur la remise en question, mais ton team manager, Scott Corentin, te décrit comme quelqu'un d'humain et humble. Mais quelqu'un qui sprint sur un 90 du Mont Blanc, avec ce fameux sprint, non pas pour l'intimité de Jean-Philippe Choumi qu'on voit déporter du short, mais qui est sur le point de piquer la 3e place à quelqu'un qui savoure. C'est quoi la vraie version de Gauthier Herriot? Et surtout, tu referais exactement la même chose, ce que je peux totalement comprendre, parce qu'une course, c'est du début à la fin, et la notion de compétition, elle est vis-à-vis de soi-même. Mais humble et humain, ou en 2026, il y a une légère évolution. Sprint toujours, en tout cas, tu l'as fait hier le sprint. Ah mais de toute façon, sprint, il y aura. Peut-être pas à chaque fois, parce que si j'arrive vraiment dans un état pitoyable, je suis pas sûr d'être en mesure de pouvoir le faire. Mais sprint à crampes, ça doit pas être beau. Ça risque d'être vilain. Mais moi, je trouve que en tout cas personnellement, d'être dans cet état d'esprit d'aller jusqu'au bout, etc. Moi, j'en suis hyper fier, parce que c'est justement ce que j'avais pas réussi, je pense, à faire. Dans ma vie d'avant, dans ma vie de sportif d'avant, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été plutôt quelqu'un qui était tétanisé, qui n'arrivait pas à s'épanouir dans le sport de niveau, parce que c'était plutôt quelque chose, je le vivais plus comme une contrainte, comme quelque chose de... Et en fait, moi là actuellement, vraiment je suis en redécouverte et puis c'est pour ça que vraiment, moi le trail me fait du bien, et la compétition, c'est pour ça que j'en fais, sinon j'en ferais pas. Je pourrais tout à fait aller courir dans mes montagnes et me faire plaisir. Mais de revenir à la compétition, ce qui me fait du bien, c'est que j'arrive à jouer. Moi, je le prends comme un jeu, comme quelque chose où je m'épanouis, où je m'éclate. Et de faire cette arrivée du 90 du Mont Blanc, mais aussi d'autres arrivées. Le sprint final de la Maxi Race 2024, la TDS 2025. Exactement. Et des fois, c'est un sprint contre moi-même, ou des fois, c'est juste, je sais qu'il y a quelqu'un qui a 5 minutes devant dans la dernière descente, essayer de le faire descendre comme un malade. Au final, je le rattrape pas, la plupart du temps. Mais pour moi, je me prouve à moi-même que je suis dans le bon état d'esprit, et je suis la personne que j'ai toujours eu envie d'être, quoi. Donc non, franchement, c'est ça que je retiens de ce sprint, et c'est ça que je retiens de ma pratique actuelle, c'est que je suis juste hyper dans ce que j'ai envie d'être, quoi. Donc, aligné, complètement aligné. Et il y a de la beauté dans cette conception de la ligne d'arrivée, moi je trouve, parce qu'on débute les choses et on les termine, quoi.
Gestionnaire, on compare souvent, du moins on te prétend souvent gestionnaire, mais quelqu'un pourrait dire, un observateur, oui mais un vrai champion, ça attaque dès le départ, comme un certain Vincent Esmiol, qui lui est toujours à bloc, et ça lui a réussi, mais on le salue parce que justement il nous disait, il y a 1 heure, toi et moi, que courir, s'il n'y avait pas la compétition, ce serait vraiment barbant. Tu confirmes, mais je confirme, et on l'embrasse. Mais est-ce que l'embrasse. cette façon de courir, c'est une limite que tu as acceptée, le fait de gérer entre guillemets, ou est-ce que c'est un choix assumé parce que tu sais que dans tous les cas, c'est là que tu es le plus fort? Alors, je vais répondre à ça en 2 phases. La première, c'est que j'ai maintenant quelques années de trail et je sais que sur l'ultra, globalement, être bon gestionnaire, c'est aussi voir les lignes d'arrivée. Et moi, mon objectif premier quand je viens à Madère, quand je fais un ultra, c'est de voir la ligne d'arrivée. Parce que on sait très bien que c'est facile de partir vite. Maintenant, c'est pas facile de terminer un ultra et chaque ultra trail, c'est quand même, il faut le dire et je pense qu'il faut le dire au plus grand nombre, que c'est pas des efforts qui sont à banaliser et que pour voir une ligne d'arrivée, il faut être en gestion. Moi, c'est inconcevable de se dire là, je vais mettre une mine. Non, moi, mon objectif premier, c'est d'arriver et de franchir la ligne d'arrivée. Et ça demande du coup de la gestion, ça demande une intelligence après intelligence, voilà, ça demande à être intelligent. Ça demande à être très intelligent. Mais non, mais ça demande ça à demande gérer un minimum un effort. d'intelligence que le kidam n'a pas forcément. C'est toi qui le dis. Et ça me va bien, je rigole. Mais voilà. Et après, par contre, la deuxième réponse que je pourrais faire par rapport à ça, c'est que gestion, certes, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde le résultat brut et qu'on voit les passages, on se dit, oui, Gauthier, il va remonter au fur et à mesure de certains ultras, ou alors il a plutôt stabilisé sa place, ça craque pas trop, etc. Mais en fait, quand même, moi, ce qui se passe dans ma tête, c'est que globalement, actuellement, l'ultra trail, ça part vite, ça part plus vite que moi ce que j'aimerais physiologiquement, je crois, et qu'en fait, c'est la partie mentale qui prend derrière le relais, mais c'est une gestion qui est relative. C'est ce que j'aimerais tu vois, te dire, c'est que vraiment, il y a quand même un moment donné où je me dis que des fois, ça aurait été bien d'être un peu plus, tu vois, dans préserver encore, tu vois, un petit peu ses ressources. Et voilà, mais du coup, gestionnaire, tu vois, c'est toujours un peu un entre-deux entre. Tu fais ce que tu peux. Voilà, j'essaye d'avoir un plan et de m'y tenir, mais à la fois avoir quand même un minimum d'ambition, si je puis dire, quoi. Parlons du mute. Donc ton profil, on va dire, allez, on va le résumer et faire un cliché, c'est la remontée dans la seconde moitié. C'est statistiquement parlant, prenons ça comme acquis. Sur un terrain mute, ultra cassant, avec des escaliers, de l'humidité, on en a eu un petit peu plus que ce que personnellement moi je pensais, ça restait gras et glissant à peu près partout. Ce matin pareil, off, tu nous disais quand même oui c'est particulièrement cassant, mais à plein de domaines, sur des appuis incertains, sur du terrain, sur le glissant de certains appuis. Est-ce que cette stratégie, je l'emploie avec des pincettes, a tenu ou est-ce qu'elle se serait heurtée à quelque chose de nouveau? Autrement dit, est-ce que Madère a validé, confirmé ou remis en question certaines parties de ton tempérament, forcé ou non, de gestionnaire? Non, au contraire, ça l'a clairement renforcé. Et je pense que même en termes de gestion, il y aurait pu avoir des choses un petit peu plus, en partant peut-être un peu moins vite, en faisant ces descentes. Moi, je connaissais pas du tout le parcours et c'est vrai que si j'avais pu, si on avait pu me dire, ah ouais, là tu verras quand même les premières descentes sont extrêmement difficiles, très techniques. Peut-être que j'aurais été un poil plus gestionnaire sur le début, parce que mine de rien, sur la fin du parcours, j'ai pas pu être autant dans l'accélération relative que ce que j'ai des fois l'habitude de produire. J'ai pas pu produire en fait un effort à la fin. Ça a plutôt été vas-y, gère-toi pour rentrer vivant et franchir cette arche, quoi. D'accord. Donc voilà, encore une fois là, c'est une gestion qui a été relative à ce qui s'est passé pendant la course, quoi. Et raisonnablement, tu penses que ce que tu viens d'évoquer en première partie de course aurait pu permettre
de rattraper le gap avec Vincent? Non, franchement, enfin, avec des si, hein, c'est ce qu'on dit. Enfin, tu vois, enfin, c'est impossible de dire ce qui serait passé. Et puis en fait, il ne faut pas s'amuser à intellectualiser ça. C'est juste se dire que factuellement, sur les 40 derniers kilomètres, j'étais incapable, en tout cas physiquement et même mentalement, parce que des fois, physiquement, on est cassé, mais en gros, on a toujours l'envie d'aller chercher devant. Moi, là, j'avais aucune envie, je ne me projetais pas du tout sur Vincent. Voir, regarder un peu derrière, et ça m'arrive quand même pas hyper souvent, parce que c'est. Mais être plutôt dans le fait de se dire, ouais, vraiment, vas-y, gère-toi, parce que là, je sentais que j'étais vraiment à la limite de me satelliser, quoi, et donc de mettre le clignot. Et donc c'est vraiment, voilà, je pense que j'ai franchi peut-être un petit peu une barrière à un moment où je me suis dit, bon, voilà, tu as épuisé ton joker et maintenant gère-toi. Et des fois, voilà, il faut terminer le travail. Après, des fois, sur des épreuves plus longues, comme à la TDS, j'ai des fois franchi un peu la barrière. Et au final, après, on sait qu'en ultra, ça revient, etc. Mais là, j'avais aucun espoir dans le sens où le profil était globalement monotone. On ne peut pas se refaire une santé, je sais pas, sur une montée en se disant, bon, voilà, vas-y, marche tranquille, bâtonne. Et après, on sera sur d'autres groupes musculaires qui auront peut-être récupéré. Là, voilà, je savais que globalement, j'avais pioché dans mon capital et qu'après, c'est factuel. Hein, c'est vraiment, voilà, maintenant, tu te rentres. Tu sais qu'à cette allure-là, normalement, ça ne devrait pas trop cramper, ça ne devrait pas jouer. Pareil, au niveau d'apport énergétique, etc. Enfin, on sent quand on est quelques BPM trop que voilà, une flasque à moitié en moins. Et... Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment gestion sur la fin, quoi. D'accord. La saison, Mute est ta saison. On pourrait dire non pas pierre, feuille, ciseaux, mais plutôt pierre, caillou et rocher en 2026, puisque Mute, Restonica et Diagonale. Donc directement, on peut dire que toute ta saison est construite, en tout cas autour de ce bel objectif qu'est la Diagonale. Restonica bat UTMB en juin-juillet, et avant ça, le Mute. Tes 2 courses préparatoires sont parmi les plus cassantes, les plus volcaniques pour ce qui est de Madère, les plus humides aussi pour ce qui est de Madère, mais sur le calendrier. C'était une construction, mais est-ce que le Mute était une course à gagner? Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des objectifs que si on ne gagne pas, c'était une course de prépa. J'aime bien cette expression, la course de prépa, la course à foirer, ou la course à dose de foirade acceptable, tu vois. Ou est-ce que c'était un laboratoire où tu venais tester délibérément des choses, que ce soit des ravitaux, des chaussures, la gestion thermique, une allure technique, ou une confrontation aussi et ça encore, je ne suis pas sûr que ça ait joué sur ton choix. Déjà, par rapport au choix des courses, tu auras noté que c'est 3 îles. Et moi, vraiment, le fil conducteur de cette année, c'est vraiment ça. C'était de faire 3 trails un peu mythiques autour vraiment de ce projet de découvrir ou de redécouvrir. Parce que la Corse, je connais, mais pas Madère et pas la Réunion. Et du coup, c'était vraiment ça. C'était de faire un projet autour de ces îles, de faire des beaux ultra-trails. J'avais même pas noté. Ouais, voilà, enfin c'est le fil conducteur et c'était, c'est un fil conducteur qu'on s'est donné avec Corentin, avec Scott justement en me disant voilà, ça peut être vraiment un projet sympa, un projet qui a une cohérence et qui en plus correspond vraiment je dirais à moi ce que j'aime dans le trail, c'est-à-dire des parcours cassants, techniques, mais aussi la découverte, c'est-à-dire que Madère, moi je ne connaissais pas, mais c'est une vraie belle découverte, c'est une destination qui est incroyable. La Corse, pareil, a ses spécificités, et la Réunion, je vais découvrir, mais paraît-il que c'est fabuleux, donc c'est vraiment ça moi qui me guide cette année. Et après, je le construis plus comme ce sont 3 objectifs où sportivement j'ai envie d'être le performant. Enfin, je ne me cache pas derrière, c'est une course de prépa pour la course de prépa. Parce que dans ces cas-là, l'année 2026, c'est la prépa pour l'année 2027 qui est aussi une prépa pour 2028. Donc non, moi, il n'y a pas vraiment de ça, il n'y a pas de calcul à ce niveau-là. J'ai essayé de faire la prépa la plus complète possible pour le Mute, et j'essaierai pour la Corse de refaire une préparation qui soit intéressante pour la Corse, et pour la Réunion c'est un peu le même processus, mais après je sais que étant donné que ces courses elles ont quand même des similarités, et l'une va me servir pour l'autre, qui va me servir pour la troisième, et donc je trouvais que
l'ensemble de ces données font que qu'il y a une cohérence et sportive, mais aussi personnelle. Voilà. Donc je trouvais que ça se mélangeait globalement bien. Voilà. Premier mute. Tu as 35 ans, tes 2 podiums TDS, une carrière de trail ou d'ultra qui a quand même autour de 7-8 ans, voire un petit peu plus. Et cette course, elle existe depuis 2008. Tu avais, à mon sens, toutes les qualités pour y performer. Pourquoi pas en 2022 ou en 2023 ? Parce que, comme ça, ou c'est peut-être, je sais pas, Scott qui t'a dit non, je suis Corentin, je t'interdis d'aller au mute avant. Il nous écoute pas, il est terrible, Corentin. Non, en vrai, c'est pas du tout ça. C'est que, je sais pas si tu as noté, mais j'ai 2 filles qui ont 7 et 9 ans. Et c'est vrai que, du coup, j'ai fait en fait des courses qui étaient globalement pas trop loin de la maison sur ces dernières années. Oui, justement, c'est même ta première course, je dirais, en dehors des Alpes franco-italo-suisses. Globalement, c'est exactement ça. On est vraiment là-dedans. Mais c'était aussi, voilà, parce que pour moi, ça me tient extrêmement à cœur d'être, de passer du temps en famille et d'être vraiment, de pas m'absenter trop longtemps. Et voilà. Et cette année, elles grandissent. Du coup, elles ont aussi plus d'autonomie. Donc pour ma compagne, c'est aussi un peu plus simple en termes de gestion. Et puis j'ai la chance aussi depuis début septembre, je suis enseignant et du coup d'avoir réussi à prendre une disponibilité grâce à mes partenaires, et Scott y contribue énormément. Justement et du coup ça me laisse du temps pour faire ce genre de projet, parce que là normalement sinon je suis face à une classe, les enfants ont école, donc normalement je devrais être au travail. Donc voilà, c'est aussi ça que m'offre cette possibilité, c'est de découvrir des nouvelles courses. Et voilà, et j'en suis hyper reconnaissant et c'est un vrai plaisir. Et du coup, ça ouvre aussi d'autres perspectives qui sont chouettes, quoi. Oui, parce que là, on est entouré de paysages absolument magnifiques. C'est verdoyant et là, j'imagine une salle de classe. Et c'est pas pareil. Comment dire ? Est-ce que tu as accepté que ton optimum se situe, peut-être, c'est pas sûr, autour de 140-150 km sur un terrain cassant ? Et est-ce que finalement, un UTMB de 175 km qui va plus vite, tu sais que, ok, tu le tenteras, mais tu as la conviction ou le pressentiment à l'intérieur de toi que ça ne matchera jamais à 100% pour t'exprimer ? Alors ça, je t'aurais dit il y a 3-4 ans, oui clairement, ça ne matchera jamais. Mais globalement, je me suis lancé dans l'ultra trail sans avoir le temps à consacrer pour pouvoir être performant. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, avant de pouvoir prendre cette disponibilité, s'entraîner 10-11 heures par semaine, je pense qu'il fallait que je me mette vraiment taquet le jour et puis me faire très 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 mal pour arriver à une performance qui pouvait être pas pire, quoi. Et aujourd'hui en fait c'est fou à dire parce que j'ai pas du tout ce tempérament à exprimer de moi quelque chose qui va, tu vois, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, hein, tu vois, mais en fait je me donne pas trop de limites, c'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression que je peux progresser et j'ai pas envie de me dire bêtement ouais, c'est ça ta limite. J'ai juste pas envie d'intellectualiser ça mais voilà, je me laisse un peu porter, mais je me dis que je progresse, que je vois que je progresse, que j'ai le temps aussi parce que l'ultra quand même, il faut un certain temps de pratique pour pouvoir encaisser des courses aussi longues. Et voilà, je pense que je peux progresser, et l'UTMB, non, je pense que après, j'ai pas la capacité physique comme un gym ou certains athlètes de dire moi je veux gagner l'UTMB. J'ai pas du tout cette prétention là. Et par contre, je pense que je peux réussir un bon UTMB pour moi et faire une performance qui soit intéressante. Je suis frappé par les états d'esprit qu'on entend et qu'on constate à travers un Vincent Esmiol, à travers toi, depuis qu'on est à Madère. C'est vraiment inspirant. C'est un mot un peu galvaudé, mais en tout cas dans son sens simple et positif. Un Vincent qui fait des courses les unes après les autres, nature peinture et ça match. Un Gauthier Herriot, là tu nous exprimes quelque chose
mais d'une simplicité et d'une positivité évidente. On a l'impression que tout est ouvert. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Avec la chaleur humide, la digestion qui était un point relativement sensible, on se souvient de ta Maxi Race 2025 où les vomissements étaient quand même un petit peu carabinés, où tu avais lâché malheureusement Antoine Charvolin. Madère, RAS, ça y est, ça fait partie du passé, les troubles digestifs, en tout cas sur un 115 km, avec un petit peu froid, mais on n'a pas eu des amplitudes thermiques colossales non plus, c'est plus quelque chose de très très inquiétant. Bah, disons qu'auparavant, c'est surtout que je cherchais, je pense, un peu les problèmes, c'est-à-dire que j'ai jamais tellement fait attention à la nutrition sportive jusqu'à il y a, je dirais, 3 ans. Oui, Voilà. d'ailleurs, tu utilises une marque que pas tant de monde que ça Voilà, connaît. c'est ça, Impulse Nutrition, là, du coup, depuis cette année. Et là, je pense que j'ai encore un peu upgradé au niveau nutrition. L'utilisation, la composition. L'utilisation, etc. Mais déjà, à partir de l'an dernier, j'étais déjà un petit peu dans l'expérimentation. La Maxi Race, par exemple, c'était juste une course pour le coup de préparation et où je voulais essayer, parce qu'on en entendait beaucoup parler du grammage de glucides, etc. Et moi, ça c'est quelque chose. Avant, je mangeais des balistos et du brownie au ravito. Je me disais, quand même, je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne, quoi. Enfin, comment est-ce que... Et du coup, j'ai essayé une stratégie, je sais plus, c'était 100 ou 110 grammes de glucides. De pépito. Mais avec full gel, ça n'avait pas du tout marché. Mais des fois, c'est bien d'avoir des bornes un peu plus. Et moi, j'avais plutôt tendance à faire des bornes moins parce que le brownie ou les tucs, on sait que y en a une partie qui rentre, mais il y en a une bonne partie qui ressort parce qu'on n'arrive pas à les manger, les mastiquer. Mais, tu veux dire dans la vapeur quand on les recrache en respirant là. Surtout qu'on n'a pas assez de salive ou d'eau. Enfin, tu remplis les flasques, mais il y a la moitié de la flasque qui sert juste à faire passer le truc. Ouais, tu reviens au ravito pour remplir la flasque. C'est ça qu'il faudrait faire de temps en temps. Et voilà. Et du coup, cette année, justement, avec Impulse Nutrition, l'idée c'était vraiment au global essayer de mettre des stratégies de nutrition qui soient pendant la course déjà vraiment optimum, mais même dans le quotidien, c'est-à-dire que si je disais ça de moi il y a 2-3 ans, je pense que j'aurais complètement halluciné, mais je prends des compléments alimentaires aussi, parce que c'est soit la vieillerie, soit le fait que on optimise, mais plus on s'entraîne, plus aussi on va piocher dans ses réserves. Et vraiment, je vois j'ai vraiment progressé aussi là-dessus, quoi. C'est un ensemble de choses. Non, il n'y a pas de vieillerie. Regarde les podiums catégorie de Smooth. Voilà. Il n'y a jamais de vieillerie. Nazir Souliman, qui a toujours un regard très fin, je trouve, observateur sur l'actualité du trail, nous disait, à propos de ce mute, quand on regardait l'intensité de la compétition, mais aussi à partir d'autres athlètes, on est dans une génération où il y a de la générosité de compétition. C'est-à-dire que c'est jusqu'au bout, on lâche jamais rien et que ça change peut-être avec des prédécesseurs ou d'autres gestions. Est-ce que tu le constates du haut de tes 35 ans, mais tu as déjà 8 ans de carrière aussi? Tu vois ce que je veux dire? La générosité dans l'effort. Ouais, mais je pense que je suis plutôt d'accord avec lui. Moi, je suis complètement d'accord et je pense que, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Vincent et de son humilité. Et je pense que, tu vois, l'humilité, ça... Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui... Enfin, moi, je respecte les autres coureurs, tu vois, et j'ai même pas envie de dire de concurrents parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression de me battre vraiment contre moi et que les autres m'aident à me donner encore plus, tu vois. Et je trouve que l'humilité, tu vois, c'est de respecter ça. Enfin, on est tous au départ pour se mettre, se donner le meilleur, d'essayer de donner la meilleure version de soi-même. Et moi, je trouve que cette humilité-là, c'est de se dire justement, vas-y, tu vas jusqu'au bout. Et en fait, le jour où moi j'aurai l'objectif d'une place ou l'objectif, parce qu'en fait l'objectif d'une place, c'est se positionner par rapport aux autres. Or, c'est impossible ça. Pour moi, c'est impossible de le faire. Et l'humilité, ça doit apporter ça. C'est qu'en fait, on doit être le meilleur par rapport à soi-même, quoi. Et voilà. Et moi, je pense que l'humilité, elle doit apporter ça. De se dire, mais en fait,
dans l'environnement qu'il y a, en fait, le seul objectif, toi, c'est de donner ton maximum, et ton maximum, c'est d'arriver au bout et d'être généreux, en effet, dans cet effort, de tout donner coûte que coûte, quoi. On lit souvent dans les médias Gauthier Herriot, professeur des écoles. Je voudrais quand même corriger par le fait que tu es éducateur spécialisé. Alors, je suis professeur des écoles spécialisé. C'est pas tout à fait. D'accord. Je suis professeur des écoles. J'ai passé une petite spécialisation, une spécialisation pour travailler avec des élèves en difficulté ou en situation de handicap. Voilà. Ça me semble marquant. On parle de rythme lent, d'adaptation aussi permanente, de progression par micro-pas avec des élèves. Parfois aussi, on est confronté à une adversité, à des situations plus difficiles, que ce soit pratico-pratique, mais aussi émotionnel, j'imagine. Alors, j'irai pas jusqu'à faire le parallèle avec l'ultra trail, qui a une stratégie de l'adaptation, du petit pas, etc. En revanche, je voudrais savoir si il t'est arrivé de te sentir coupable parfois de la disproportion entre les enjeux sportifs, où on va se mettre le compte simplement pour gagner une course, même si on y met de la beauté ou de l'expression personnelle, et tes élèves qui ont besoin de toi chaque jour sur des besoins un petit peu plus existentiels. Disons que ça a été vraiment moi un dilemme très important quand j'ai pris mon année de disponibilité. C'était pas le plan A, ça c'était plutôt le plan B. Le plan A, c'était vraiment de pouvoir rester ancré dans mon métier d'enseignant spécialisé, parce que je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre et d'être dans la vraie vie, entre guillemets. Et c'est vrai que le sport, ça peut paraître hyper futile par rapport à en effet à des métiers qui sont quand même des métiers de sens, des métiers qui sont fondamentaux, mais tout autant que les infirmières, ces professions dans le médico-social qui sont et éducation médico-sociale. Pour moi, c'est vraiment des métiers qui sont essentiels et qui servent à nos vies. C'est vrai que là, en tant que trailer, c'est un peu particulier. C'est quand même, mais à la fois, l'éducation nationale m'a pas permis de faire cette double, d'être à temps partiel et du coup. Donc je saisis cette opportunité de pouvoir faire du trail de manière professionnelle et au final, moi je suis hyper aligné encore une fois avec mes valeurs parce que je sais que c'est temporaire et je sais que je reviendrai dans l'enseignement et que j'ai déjà donné de nombreuses années, ça faisait 12 ans je crois que j'étais enseignant et que j'y reviendrai donc par rapport à ça vraiment je suis hyper aligné et je serais très heureux de retourner aussi dans ces métiers qui sont quand même des métiers importants, concrets et moi qui me font aussi on se sent utile quoi. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'au niveau là, aller courir dans la forêt de Madère, la valeur ajoutée humaine envers les autres, elle est plus limitée. Elle est relative. Voilà. 2 dernières questions pour terminer. Question un petit peu plus légère. En 2023, Louise, ta compagne. Alors c'est pas ma compagne. Non, je plaisante. Ouais. C'est la compagne d'Antoine Charvolant. Voilà. Déclarait plein de courage pour notre Gauthier, déjà grand champion de ping-pong. C'est quoi cette histoire de ping-pong ? Alors l'histoire du ping-pong, c'est que lors des rassemblements Scott, s'il y a une table de ping-pong, en fait on s'exprime, je pense, plus dessus, sur la table de ping-pong que sur les sentiers. En fait, on fait des tournois complètement débiles, on peut le dire, où l'idée c'est vraiment de déconner complètement. Et je sais pas si les joueurs de tennis, tu vois les bruits qu'ils peuvent faire, etc. Et c'est vraiment le délire complet. Alors ne croisez jamais la route de Maximilien Drion, qui a toujours ses raquettes de ping-pong dans sa voiture. C'est vrai. Et Maximilien étant compétiteur dans tout ce qu'il fait. Et du coup, il est marteau quand il fait Mais déjà, quelqu'un qui se balade avec ses raquettes de ping-pong dans sa voiture... Ouais, c'est déjà pas bon. Ça sent mauvais. Et puis la dernière question, cette fameuse planque, villa réservée par les Rousset-Séguré, elle est comment ? Il faut, pour avoir l'info déjà, il faut quand même creuser le sujet. Il faut aller sur Airbnb, Non, les Séguré, ils connaissent bien l'île, du coup, ils connaissent bien les îles parce qu'ils vont souvent sur les îles eux aussi. Et du coup, ils ont leur petit spot caché, etc. Donc si on veut découvrir le spot des Séguré, il faut aller à Jardine d'Omar. Ouais. C'est sur la côte sud et il y a des petits restos, etc. Sympa. Ouais. C'est une longue initiation et qu'il faut être coopté. Merci Gauthier pour tout. Merci Julien. Bonne chance pour la suite de la saison. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt.